J'appelle le premier intervenant de cet après-midi, Monsieur Cédric Moscatelli. Merci de bien vouloir vous saisir de la télécommande. Et puis normalement, l'intervention est calée et je vous cède. Voilà, merci de vous mettre au micro. Bonjour, Monsieur Moscatelli. Bonjour. Je vous rappelle que vous êtes président du pôle Indura, dont il était question il y a un instant dans le propos de M. Neuschwander. Et vous êtes avec nous cet après-midi pour Infra 2050, le pôle de compétitivité qui s'engage pour la décarbonation des infrastructures. Je vous cède bien volontiers la parole. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité à présenter le pôle de compétitivité lors de cet après-midi. Donc, je vais essayer de respecter le timing, puisqu'on a un timing très contraint. Donc, aujourd'hui, un pôle de compétitivité, un petit rappel, le statut de pôle de compétitivité a été créé en 2004. Et aujourd'hui, un pôle de compétitivité, ça rassemble sur un territoire et sur une thématique ciblée des entreprises, des laboratoires et des établissements de formation. Dans entreprises, on entend bien entendu des ingénieries et des entreprises de travaux. Sur cette thématique, les pouvoirs publics sont bien entendu très associés, que ce soit les pouvoirs publics nationaux, mais principalement les pouvoirs publics régionaux à qui l'État a délégué une partie de ses prérogatives. Les principales vocations du pôle de compétitivité, elles sont de bien entendu soutenir l'innovation, favoriser des projets collaboratifs, vous avez entendu ce mot longuement cet après-midi, des projets collaboratifs de recherche et développement, d'accompagner la croissance des entreprises, mais surtout d'avoir l'ambition de permettre à ces entreprises de rayonner au premier plan, que ce soit au niveau national, mais également au niveau international et à l'Europe. Dans ces conditions, il y a eu un appel à projet qui a été lancé en août 2022, auquel nous avons décidé de participer. Nous étions 5 au départ. Finalement, on s'est retrouvés à 3 à vouloir continuer l'aventure. Donc l'IREX, qui nous accompagne, qui fait partie des membres fondateurs. Ecorce TP, qui est le cluster lié à la RSE en Bourgogne-Franche-Comté. Et Indura, le cluster des infrastructures durables en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc nous avons créé ce pôle Infra 2050 et comme son nom l'indique, nous avons inscrit l'ambition du pôle de compétitivité autour des infrastructures et autour du génie civil et des travaux publics. Alors aujourd'hui, l'État a retenu, vous êtes retenu et l'État vous a validé les objectifs. Voilà. Donc nous avons été retenus en mars 2023. Donc, notre candidature a été retenue avec des passages, des points de passage obligés et des objectifs qui nous ont été validés par l'État et que nous devons valider aussi aux objectifs, aux échéances, excusez-moi. Donc aujourd'hui, un point qui est très important pour l'État, c'est que nous suivions la feuille de route de France 2030 et que nous suivons cette feuille de route aussi bien de manière globale que son application et sa territorialisation, donc que nous participions à la territorialisation. Xavier en a parlé. Aujourd'hui, notre pôle va être implanté sur principalement 2 régions, la région Auvergne-Rhône-Alpes d'une part, qui va être le pôle la région de rattachement, et une deuxième région où nous allons avoir une antenne qui est la région Bourgogne-Franche-Comté. Mais notre volonté en tant que pôle national n'est pas forcément de rester uniquement sur ces 2 régions, mais d'élargir notre champ d'action à d'autres régions qui pourraient nous rejoindre. Et on pense bien entendu à nos collègues du Hub InnovInfra. À côté de ça, nous devons accompagner la transition écologique. Et on a un objectif ambitieux. Nous devons labelliser d'ici fin 2024, donc dans 18 mois, même si nous avons une petite marge de manœuvre compte tenu que la labellisation nous est arrivée avec quelques mois de retard, 36 projets, ce qui n'est pas une mince affaire, sachant qu'aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, si je me focalise sur ce qu'on a fait avec Indura, nous accompagnons à peu près sur 2 ans une trentaine de projets. Projets qui sont partis sur des labellisations au travers d'autres pôles à l'époque, puisque nous n'avions pas ce label de pôle de labellisation. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'État nous a remonté notre objectif de 20%. Bon, on pense au regard des projets qui sont initiés actuellement et du flux que nous recevons actuellement au niveau des clusters, que le problème ne sera pas forcément le nombre de projets,
Mais comme le disait Xavier, la mise en œuvre opérationnelle que nous devons mettre en place au niveau du pôle pour arriver à absorber tous ces projets qui vont arriver. Le dernier point qui est très important, c'est de renforcer nos liens avec les pôles de compétitivité existants. Aujourd'hui, nous sommes 55 pôles de compétitivité qui avons été labellisés lors de la dernière phase. Et bien entendu, une implication beaucoup plus importante au niveau des comités stratégiques de filière qui sont ouverts aux pôles de compétitivité, et notamment le conseil stratégique de filière des industries de la construction. Alors de quels objectifs s'agit-il et quel est le calendrier, Monsieur Moscatelli? Alors, le calendrier aujourd'hui, c'est que nous avons un point de passage avec une clause de revoyure à fin 2024. Et les principaux axes stratégiques que nous avons mis en avant, on va retrouver les axes stratégiques que vous venez de voir et qui sont partagés forcément avec l'IREX. Concevoir et construire et exploiter des infrastructures bas carbone, avec un petit détail de ce qu'on peut y retrouver, l'ensemble des sujets sur lesquels nous allons pouvoir travailler. Penser et adapter des infrastructures pour un usage décarboné, donc c'est bien la conception de tout le cycle de vie de l'infrastructure et de son usage et de son exploitation. Et enfin, faire évoluer nos infrastructures pour assurer la résilience des territoires et ainsi répondre aux enjeux qui sont liés au changement climatique. Au-delà de ça, nous avons deux axes transversaux très importants. L'axe, bien entendu, de la numérisation des infrastructures et de toute la profession qui tourne autour de la construction et de l'exploitation des infrastructures. On a parlé tout à l'heure des jumeaux numériques, du BIM. C'est un vrai enjeu, et on peut noter aussi aujourd'hui, quand on parle de sécurité, la cybersécurité, qui est un vrai enjeu par rapport à la garantie des données qui sont récoltées. Et bien entendu, un enjeu pour nous stratégique, parce qu'il va falloir se positionner fortement, c'est l'Europe. Donc premier thème, donc améliorer la maintenance des infrastructures. Si on regarde un petit peu, et leur durée de vie. Je vous ai mis en avant un petit peu les feuilles de route des chargés de mission de Infra 2050, sachant que ces feuilles de route vont pouvoir être partagées entre un ou plusieurs chargés de mission en fonction de là où on va se positionner territorialement, mais aussi par rapport à l'ensemble des sujets qu'il va falloir porter. Donc aujourd'hui, l'amélioration de la maintenance des infrastructures pour améliorer la durée de vie. Vous voyez aujourd'hui que nous avons des actions qui sont déjà initiées. On en a parlé notamment sur les actions qui sont initiées au niveau de l'IREX. Mais on a aussi des actions qui sont menées au travers d'Indura. Donc en fait, nous sommes directement dans la continuité des actions actuelles de nos associations. Et ensuite, nous ajoutons de nouvelles ambitions qui sont liées aux objectifs qui nous ont été donnés par l'État et par les régions. Je ne vais pas toutes les citer, je vous laisse les lire, parce que je ne vais pas faire une liste à l'après-vert. Voilà. Donc, alors comment accompagnez-vous les projets visant à limiter, par exemple, cette fois-ci, l'artificialisation des sols? Alors sur l'artificialisation des sols, on se trouve bien entendu dans le cadre de la loi ZAN, donc zéro artificialisation nette. Donc on va retrouver l'ensemble des sujets qui sont liés à l'aménagement urbain, au recyclage du foncier. On en a parlé tout à l'heure, le projet national ICU, donc ICU qui va devenir ICU. Les projets interreg, c'est-à-dire interrégionaux qu'on a actuellement avec la Suisse, que ce soit VADEM pour des sujets de traitement de déchets de chantier. La proximité aussi de la région Bourgogne-Franche-Comté avec la Suisse pourrait amener à des projets interreg. Et bien entendu, tous les sujets qui sont liés aujourd'hui aux friches et au recyclage du foncier urbain et friches industrielles. Comment envisagez-vous la décarbonation, cette fois-ci, des infrastructures et leurs différents usages? Alors, sur les infrastructures, aujourd'hui, on travaille principalement sur l'économie circulaire. On envisage, alors c'est pour ça qu'on a mis à définir une réflexion aujourd'hui au travers d'un nouveau projet national qui pourrait être un projet national mûr bas carbone, en lien justement avec cette décarbonation. Et le travail aujourd'hui sur des sujets que peuvent être des matériaux biosourcés, géosourcés, voire des groupes de réflexion qui sont mis en place actuellement sur le biomimétisme.
Un point cette fois-ci sur les projets en cours pour faire face aux aléas liés au changement climatique, une autre thématique développée. Alors ça, c'est une thématique très forte actuellement au niveau de la résilience des territoires. Donc on l'a vu tout à l'heure, on travaille autour des sujets que sont IRISC aujourd'hui, qui est une communauté portée au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes, le projet national C'est d'Europe que vous connaissez, mais également OCIRN, la plateforme de capitalisation qui a été mise en place au travers d'un projet. Et ensuite, vous avez la Chermir qui est en train de se mettre en place au niveau de l'université Savoie-Mont-Blanc. Donc on a actuellement beaucoup de projets en cours qui ont démarré l'an passé, qui sont en continuité sur 2023 et qui pour certains vont avoir des aboutissements sur 2024. Et là, on le voit aussi dans le cadre international, donc projet Interreg développé entre la France et la Suisse sur les méthodes de sécurisation rapide des interventions. Et je reparlerai tout à l'heure du symposium Landslide, International Symposium Landslides en 2024. Alors justement, pour parler de l'aspect international, Cédric Moscatelli, est-ce que le pôle a vocation à mener des projets alors, en France ou un peu s'étendre au-delà ? Aujourd'hui, comme je le disais, on a le projet d'avoir une vision qui va s'élargir au niveau européen et d'aller chercher à la fois des financements, mais aussi aller monter des projets avec l'Europe, voire avec des partenaires européens. Donc pour ça, on a identifié qu'il nous fallait des ressources pour cela, pour accélérer au niveau de l'Europe, parce qu'aujourd'hui, on a plutôt l'habitude de rester franco-français. Donc pour ça, on doit mettre en place une ou plusieurs ressources, et notamment pour aller faire ce qu'on appelle du lobbying à Bruxelles, pour faire connaître le pôle, puisqu'on est tout jeune aujourd'hui, on va être nouveau dans la place, en concurrence peut-être avec d'autres. Il va falloir aller regarder de manière plus approfondie ce qu'on va pouvoir récupérer comme projet et comme potentialité à mettre en place avec l'Europe au travers des projets qui vont être proposés et développés dans chaque région. Quels sont les organes qui interviennent dans la phase de labellisation ? Pour ça, on a mis en place un conseil scientifique. Donc aujourd'hui, un conseil scientifique qui est en train d'être désigné. On est en finalisation. On va avoir un conseil scientifique, je suis allé trop vite, voilà, qui va aider au montage des projets et à préparer la labellisation. Ce conseil scientifique va être constitué de 30 personnes, une quinzaine de personnes qui vont être des personnes issues du monde académique et de l'éducation, et une quinzaine de personnes qui vont être issues du monde de l'entreprise. Ils vont être là pour animer à la fois de manière nationale et territoriale l'ensemble des thématiques, sachant que l'animation territoriale va être en fonction des thématiques qui sont développées par chaque responsable de mission territorialement. Aider également à l'identification et à l'émergence de nouveaux projets nationaux, comme on le fait actuellement. Il y aura éventuellement des ramifications dans chaque région, et en fonction des régions qui vont venir s'agglomérer aujourd'hui autour du pôle de compétitivité, on ouvrira ce conseil scientifique, voire on accueillera de nouvelles personnes. À côté de ça, on a mis en place un comité de labellisation, donc un comité de labellisation qui va être constitué d'experts. Alors, la différence entre les deux, les membres du conseil scientifique seront des adhérents à nos associations. Les experts qui vont être nommés sont des personnes externes à nos associations, qui sont vraiment des experts dans les domaines dans lesquels le pôle de compétitivité doit apporter sa labellisation. Et ces experts-là vont être mobilisés au cas par cas en fonction des projets. Donc à peu près 2 experts qui vont être mobilisés pour analyser chaque projet une fois qu'il a été accompagné par le conseil scientifique. Et ensuite toute une phase de soutenance auprès du comité. Je vous ai mis donc la constitution du comité. Et à la fin, pour atterrir à la labellisation qui sera motivée par le président de ce comité. Cédric Moscatelli, quels sont les événements qui seront organisés à plus ou moins long terme avec Infra 2050 ? Donc, comme je le disais, on est dans la continuité de ce qu'on a fait. Donc aujourd'hui, nous continuons de travailler de manière nationale et internationale. Donc on va participer à Polytech, comme on le fait habituellement sur les salons des régions et de la FNTP. On va organiser Infra BIM Open
à Lyon en 2024, début 2024. InfraBIM Open, qui est un symposium international qui est autour du BIM sur les infrastructures, donc, qui a déjà été organisé à Lyon il y a 2 ans, dans un mode un peu hybride. C'était un peu compliqué puisque justement on sortait du Covid. Là, on espère pouvoir le réaliser en total présentiel. On continuera des actions qui ont été initiées au niveau du hub InnovInfra, que sont InnovDTP, qui sont présente un concours des innovations des entreprises des travaux publics, qui avait fait ressortir la société Chab il y a 2 ans, une société qui actuellement est en fort développement. Et à côté de ça, on accueille régulièrement des symposiums et des conférences internationales. Donc le RSS, qui est le Rock Slope Stability, à peu près tous les 2 ans sur Lyon. On va accueillir en 2024, on l'a dit tout à l'heure, Landslide, dans le symposium Landslide à Chambéry en 2024 également. Et on a été sollicité il y a quelques semaines pour co-organiser l'IRN Géomec, donc, qui se tiendra pareil début 2024 à l'École centrale de Nantes, donc, qui va aussi nous permettre d'adresser un nouveau territoire autour de la géomécanique. Et pareil, autour de toutes les pratiques de décarbonation de nos activités. Bon, ça, ce sont les principales. Après, nous avons plein d'autres petits salons auxquels nous participons régulièrement. Bien, merci, Monsieur Moscatelli. Bien entendu, Monsieur Moscatelli est à notre disposition. Je vois déjà 2 mains qui se lèvent dans la salle. Voilà, tout d'abord, monsieur, je vous le rappelle, merci de vous présenter votre nom et votre fonction. Oui, Vincent Cousin, consultant processus et innovation. J'avais une triple question. Quand et comment interviennent les modalités de financement des projets ? Deuxièmement, quel est le dispositif de suivi des projets dans leur déroulement ? Et troisièmement, y a-t-il un dispositif d'évaluation des résultats et d'évaluation de l'exploitation des résultats ? Alors, voilà. Au niveau du montage des projets. Voilà, montage des projets, puis après l'instruction et l'évaluation. Alors, l'objectif du pôle, c'est d'accompagner le montage des projets, d'aller aider à trouver les financements et ensuite à éventuellement participer à l'animation du projet, mais ce n'est pas le rôle principal, c'est surtout de le labelliser pour qu'il puisse avoir ce label. Ensuite, la partie financement, une fois qu'elle est obtenue, c'est le porteur de projet, il y a un chef de file qui va s'occuper de gérer le projet. Et la gestion du projet, je vais appeler ça, elle va se faire de manière quasi autonome. C'est-à-dire que nous, une fois que le projet est lancé, le projet vit sa vie, si je peux m'exprimer ainsi. On n'est pas dans le même fonctionnement qu'un projet national. On le labellise et ensuite, c'est l'équipe qui a monté le projet qui va suivre le projet. Ensuite, nous, on va l'accompagner sur certains sujets. Éventuellement, ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est de voir ce qui va pouvoir émerger comme idée pour rebondir dessus et peut-être monter de nouveaux projets. Mais ce n'est pas le cœur du métier du pôle de compétitivité d'aller gérer le projet. C'est le porteur de projet qui gère le projet. Et l'évaluation, alors Donc l'évaluation, elle se fait en amont pour la labellisation. Ensuite, bien entendu, on suit le projet, comme les projets que vous avez vus, que j'ai cités, que ce sont les projets OCIRN, IRISC. Mais malgré tout, ce n'est pas nous qui sommes en charge de l'évaluer. Ce sont les financeurs qui vont demander une évaluation. Alors on peut éventuellement accompagner pour aider derrière le projet pour répondre aux critères, mais ce sont les financeurs qui vont demander une évaluation. Merci. Merci de vous présenter, monsieur, et d'intervenir. Oui, merci. Albert Noumoé, professeur à CY, CRJ, Paris Université. J'ai vu parmi la liste des projets susceptibles d'être labellisés, les projets ANR. Et j'imagine que c'est des labellisations qui interviennent avant que le porteur de projet ne soumette son projet à l'ANR. Et du coup, je me demandais, est-ce que vous avez déjà un retour sur le nombre de projets ou la proportion de projets labellisés ici et qui ont obtenu un résultat positif à l'ANR? Cédric Moscatelli vous répond. Je vais plutôt passer la parole à Philippe, parce que là, ça devient trop technique pour moi.
Angélique, merci de donner un micro à Philippe Gotteland qui intervient. Bien, merci Albert. Alors, dans la procédure ANR, donc, qui est un peu historique, il y a toujours eu une demande de labellisation par l'ANR des projets déposés. Toujours. Cette labellisation, elle était ou pas prise en compte par les comités de sélection dans la retenue des projets. Mais les projets labellisés avaient toujours une vision positive par rapport aux autres. Donc ça, c'est pour les projets ANR, qui sont plutôt ciblés académiques, pour quelques-uns impliquant des industriels. Par contre, pour tout ce qui concernait les FUI, les IDEMO, les projets actuels qui dépendent de France 2030, que ce soit l'État, la BPI ou les régions, imposent une labellisation par un pôle de compétitivité. Je dis bien impose. Donc il existe des pôles de compétitivité, il y en avait 52, 54, maintenant il y en a 2 de plus, dont nous. Ils doivent être labellisés par un des pôles. Donc tous ceux qui étaient labellisés par les autres, par exemple, et pour lequel Indura en tant que cluster était associé pour faire une évaluation, pas une labellisation, on n'avait pas le droit, parce qu'on n'était pas pôle, c'est l'autre pôle qui tamponnait. Donc pour résumer, on faisait le boulot des autres. Maintenant, on va faire notre boulot, en fait. C'est-à-dire qu'on va évaluer nos projets, on va les labelliser et on aura le label pôle de compét. Donc c'est valable pour tous les projets déposés aux régions, à l'ANR. Tout ce qui est labellisation, pôle de compétitivité, dans tous les cas, aura une priorité. Ce n'est pas une obligation, mais c'est généralement bien vu. Merci. Merci pour cette précision, Philippe Gotteland, délégué général de l'IREX. On peut donner le micro, s'il vous plaît, à monsieur. Merci de vous présenter et d'intervenir, puis ce sera la dernière intervention, en tout cas pour celle de monsieur Moscatelli. Allez-y. Oui, bonjour, Jean-Bernard Kovarik de l'Université Gustave Eiffel. Je voudrais savoir comment vous allez travailler avec les organismes de l'enseignement, de la formation, et particulièrement la formation continue, de manière à ce que, dans un esprit de partenariat, une bonne partie de ces innovations, de ces améliorations, de décarbonation qui seront soutenues par le pôle puissent être partagées, de certaine manière, pour augmenter le stock de connaissances et le savoir-faire global de tout notre écosystème. Cédric Moscatelli, quelle passerelle nouer avec les universités notamment et le pôle ? Alors aujourd'hui, on va continuer ce qu'on fait déjà avec les universités avec lesquelles on travaille. C'est-à-dire que les universités sont intégrées au niveau des groupes de travail de l'ensemble des sujets que vous avez pu voir. De la même manière, en général, sur des projets, on a une association entre des entreprises, des institutionnels et des établissements d'enseignement supérieur ou des enseignements de recherche. Donc ça, globalement, on est associé dans l'ensemble des projets. Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, pour la formation continue, aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel certains groupes de travail réfléchissent de comment mettre en place de la formation continue qui n'est pas en lien, justement, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de formation initiale, et donc cette formation initiale n'est pas forcément liée avec les besoins qu'on va retrouver sur les entreprises et sur le monde du marché du travail. Donc actuellement, par exemple, sur e-Risk, on réfléchit à comment intégrer cette formation continue, voir comment on va pouvoir développer de la formation continue au travers des groupes de travail avec les universités et les établissements d'enseignement pour justement faire que les entreprises et les universités puissent se rapprocher encore plus que ce qu'elles le font actuellement. Merci Monsieur Moscatelli, merci à vous. Voilà, nous devons poursuivre notre programme. Je vous laisse regagner la salle. Merci beaucoup. Voilà, on peut vous applaudir.